Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Rimouski pour découvrir Distillerie du Saint-Laurent. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Joël Pelletier. Ça va bien, Joël? Oui, ça va bien, Patrick. Yes! Toi, tu es dans l'aventure avec Distillerie du Saint-Laurent depuis le début, je pense, hein? Oui, donc on est deux amis copropriétaires, donc moi, Joël et Jean-François, donc deux Rimousquois qui avons décidé en 2015 de fonder, de distiller légalement des spiritueux. Ouais, vous étiez dans les premiers établis, là, c'est pour ça qu'on voit déjà vos whiskies apparaître sur les tablettes. Comment vous est venue l'idée de partir ça? Je pense que c'est par passion. Donc, c'est par passion. Un peu comme plusieurs amateurs de bons whisky, de bons rhum, on a décidé en fait, notre amitié s'est forgée beaucoup autour des spiritueux, moi et Jean-François. Puis, donc, on avait un peu la curiosité d'aller au-delà du produit, puis de se demander comment c'est produit, comment c'est fabriqué les spiritueux. Puis, on n'avait pas nécessairement de réponse. Il n'y avait pas beaucoup de littérature là-dessus, sur la distillation. Puis je pense que ça nourrit un peu notre curiosité. Donc, des fois, moins qu'on en sait sur quelque chose, moins qu'on a accès à un savoir, ça nourrit un peu le questionnement. Et donc, à force de lire sur la fabrication, sur la distillation, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse tendance aux États-Unis de micro-distilleries qui n'existait pas encore ici au Québec. Donc là, on parle d'environ 2012-2013. Et donc, moi, j'ai fait un petit voyage à Chicago pour aller faire un atelier à Koval Distillery. Et donc, puis Jean-François, lui, s'est plutôt tourné vers le côté pratique. Jean-François est très pragmatique. Donc, lui a construit un petit alambic dans son sous-sol. Donc, commencé à distiller des huiles essentielles officiellement en 2013. Donc, c'est comme ça. Puis, à ce moment-là, c'était pas vraiment un projet d'affaires, c'était un hobby, un simple hobby. Mais tranquillement, ce hobby-là s'est transformé vers un projet d'affaires, puis amené à la création de la distillerie en 2015. Yes. Et puis là, donc c'est ça, il n'y avait pas tant de formation ici. Tu es allé te former aux États-Unis, un atelier, essai-erreur un peu du côté de Jean-François. Et puis là, vous avez vos permis, vous vous installez. Vous êtes deux gars de Rimouski, fait que c'est logique que vous installez à Rimouski. C'est quoi votre façon de faire là, pour dire notre premier produit, c'est ça qu'on va sortir? Ben, le premier produit a été le gin Saint-Laurent, qui est sorti en début 2016. Mais ce n'était pas nécessairement le gin. À l'origine de la distillerie, ce n'était pas nécessairement le gin, le premier projet qu'on voulait faire. C'était du whisky. Donc, vraiment, c'est ce qui nous depuis plusieurs années, le whisky. Mais le whisky, en fait, on n'avait pas les équipements de départ au départ pour en produire. On n'avait pas l'alambic derrière nous. Ça ne ressemblait pas du tout au local qu'on connaît aujourd'hui, la distillerie du Saint-Laurent au départ. En fait, on était tellement au début de la vague des micro-distilleries, en fait, même avant, que de financer les équipements pour faire du whisky à l'époque, c'était juste pas possible. Donc, on a commencé avec les moyens du bord, avec les alambics les moins chers. Et donc, c'était ce qu'on pouvait produire à l'époque, c'était du gin. Un gin ne nécessite pas de baril pour faire du vieillissement, puis c'est pas les mêmes équipements non plus. Donc, on a commencé avec un gin et on voulait faire un gin un peu avec finalement, qui avait un aspect du fleuve Saint-Laurent, avec un aspect maritime. Donc, on a utilisé des algues laminaires qui sont récoltées dans le fleuve pour faire notre premier produit, le gin Saint-Laurent. Donc, c'était un peu le tout début de l'aventure. Puis si on rentre plus en détail dans ce gin-là, oui, tu as les algues laminaires qui donnent la petite teinte un peu vert à ton gin pas vieilli. Là. Mais c'est quoi les autres aromates? Comment l'élaboration de ce gin-là, comment vous êtes pris? Oui.
Ben, l'idée derrière le gin Saint-Laurent, c'était de partir d'une base d'aromates de gin de style London Dry Gin, donc d'un style assez commun, c'est-à-dire le genièvre, la coriandre, l'angélique. Ça, ce sont tous des aromates assez communs, avec un côté agrume, donc avec orange, citron, côté poivré, avec des baies de cubeb, grains du paradis, et côté plus pâtissier, si on veut, avec cannelle et réglisse. Donc, tous ces aromates-là, on les retrouve dans plusieurs gins. C'est vraiment, on voulait avoir un gin assez complexe, très aromatique, avec, je dirais, plusieurs couleurs, avec la twist des algues. Donc, le côté minéral salin, c'est justement quelque chose qui n'était pas beaucoup exploré dans les gins. C'est un aspect qui manque beaucoup. Ben, en fait, un aspect qui n'est pas souvent exploré. Donc, on vient compléter une palette aromatique assez large. Et puis pour introduire l'algue, c'est par macération après, quand tout est fini? C'est ça. Donc, les aromates que je viens de nommer, les 9 aromates sont dans l'alambic en distillation. Donc, on utilise seulement des aromates, des botaniques naturelles dans mon gin. Il n'y a pas de concentré d'arômes naturels ou artificiels. C'est vraiment des aromates séchés qu'on va aller infuser dans l'alcool, puis distiller. Donc, on va aller extraire les huiles par distillation. Tu as raison que les algues, ce qui nous intéressait, c'était le côté salin, le côté minéral iodé. Puis ça ne s'évapore pas dans l'alambic. Donc, si on distillait des algues, on ne trouverait pas ces arômes-là intéressants. Donc, c'est en macération dans le distillat de gin après distillation. Donc, on laisse les algues pendant une dizaine de jours macérer. Puis la chlorophylle, donc le côté vert d'or, vraiment des algues, puis surtout le côté minéral, le côté salin, c'est comme ça qu'on va le récupérer. Fait que tu es parti sur une base de London Dry, mais finalement, tu ne peux pas l'appeler un London Dry à cause de la macération à la fin. Exactement. Donc, c'est, je dirais, le côté traditionnel du gin, mais avec le côté l'innovation ou la twist maritime qu'on fait en macération. Et puis, en restant dans le gin, tu en as parlé qu'il y a un petit côté agrume dedans. Vous en avez sorti un deuxième qui est vraiment citrus, agrume. Oui. Ça... Donc, l'intérêt de ça, en fait, on avait exploré, on va dire, le terroir maritime avec les algues. On avait aussi commencé en 2017 à travailler nos whiskies, mais on avait le goût d'explorer d'autres horizons gustatifs, on va dire. Puis, pourquoi pas en fait, on ne voulait pas se limiter seulement qu'au terroir, seulement qu'aux aromates d'ici. On s'est dit, pourquoi pas explorer un monde qu'on aime beaucoup, les agrumes. Puis c'est suite à un voyage que j'ai fait au Japon, puis j'ai découvert toutes sortes d'agrumes qu'on n'avait pas ici. Et donc, on s'est lancé un peu le défi de faire un gin aux agrumes, mais avec des agrumes plutôt funky, plutôt qu'on ne retrouve pas facilement ici. Donc, on a le yuzu, qui est de plus en plus populaire. C'est un agrume vraiment intéressant qui est, en termes gustatifs, à mi-chemin entre le citron et la mandarine. Donc, le côté très acidulé, mais aussi avec un côté très aromatique de l'orange, si on veut, de la mandarine. On a aussi du poivre sencho. Donc, le poivre sencho, c'est la même famille que les agrumes. C'est la famille des rutacées, un peu comme le poivre de Szechuan. Donc, c'est un poivre qui est vraiment spécial, qui vient du Japon également. Puis, on a d'autres agrumes du Vietnam, donc lime de Perse, kumquat, qui est un petit agrume qui ressemble à la clémentine, de la main de Bouddha, qui est vraiment tapez ça sur Google, main de Bouddha, c'est vraiment un agrume vraiment particulier. Avec de la lime de Perse, donc menthe et basilic, qui vont ajouter comme un côté plus herbacé. Et donc, on va faire une distillation de ces agrumes-là dans un alambic vacuum, un alambic sous vide. Donc, c'est un alambic qui permet de réduire la température d'évaporation et d'ébullition. On va aller chercher toutes les subtilités des agrumes et des herbes sans les cuire. Donc, c'est un peu ça l'idée de faire une distillation à froid pour ne pas aller altérer par la chaleur les agrumes. Donc, c'est ce qui donne un côté vraiment rafraîchissant au gin citrus. Et puis ça, pour le reconnaître, mais c'est l'étiquette avec le Saint-Laurent écrit sur un fond orange. Fait orange, agrumes, c'est facile de le reconnaître. L'autre, c'est le traditionnel sur un fond bleu, le Saint-Laurent. Ouais. Et puis, ensuite, tu es arrivé avec un acérum, je pense. C'est tout ça dans la chronologie?
Oui, bien, la sérum est arrivée au même moment qu'on a, on va dire qu'on a démarré notre programme de whisky en 2017. Dans la chronologie, en 2015, on fonde la distillerie, on travaille sur le gin Saint-Laurent. Et en 2017, bien là, on avait les moyens de finalement fermenter des whiskies, mais aussi fermenter du sirop d'érable et de le distiller ensuite dans la levée que vous voyez derrière moi pour faire de la sérum. Donc, en fait, dans la petite histoire, comment est venu au monde de la sérum, on a commencé en 2017 à distiller du rhum. Donc, on achetait de la mélasse, donc mélasse de canne à sucre, bien sûr, du Guatemala, et on avait comme projet de faire du rhum. Donc, de faire fermenter la mélasse, de distiller, puis de faire vieillir. Ce qu'on a fait d'ailleurs, on a 7 ou 8 barils de rhum Saint-Laurent qui a maintenant, ben, depuis 2017, donc 4-5 ans d'âge déjà. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ces barils-là. Mais en fait, on a commencé à faire du rhum, puis on s'est posé la question, ben oui, c'est bon, du rhum, puis il y a d'autres distilleries au Québec qui en font du très bon, du rhum avec de la mélasse verte, mais ce n'est pas une matière première qui vient du Québec. Puis on trouvait peut-être plus intéressant, plus pertinent, je dirais, de distiller une matière première qui est vraiment identitaire au Québec, qui est l'érable finalement. Puis on avait fait déjà des expérimentations. Puis de plus en plus on travaillait cette matière première, plus on la trouvait intéressante à travailler, puis à goûter surtout, à boire. Et donc, en 2017, on a dit non, on ne fait plus de rhum avec de la mélasse. Plutôt, on va utiliser le sirop d'érable du Québec pour faire une eau de vie d'érable qui n'est pas sucrée. Donc, on va aller plutôt inviter les gens à découvrir les arômes cachés derrière le sucre de l'érable. Et donc, à ce moment-là, la sérum, le mot sérum n'existait pas. C'est en travaillant avec d'autres distilleries au Québec, notamment la distillerie Shefford, qui, eux, ont commencé aussi en 2017 à faire de l'eau de d'érable. Donc, c'est en collaborant avec eux qu'on a créé l'appellation Acérum. Donc, la distillerie Shefford voulait justement appeler leur produit Acérum. Et on leur a dit, ben, qu'est-ce que vous en pensez si on travaille ensemble pour faire une appellation? Parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer un projet ou de communiquer qu'est-ce qu'un eau d'érable. C'est plus facile de le faire avec les consommateurs s'il y a une appellation rattachée à ça. Donc, c'est comme ça qu'en 2017 est partie l'appellation Acérum. Puis maintenant, on est une dizaine, on est 11 distilleries au Québec à collaborer ensemble sur un cahier des charges sur cette appellation. Puis, mais c'est ça, vous en parlez souvent que si chaque pays a son eau de vie d'origine, mais nous autres, ça va être la sérum, puis ça va être connu. On se projette dans 10 ans, 30 ans, mais tout le monde va connaître la sérum du Québec. C'est ce qu'on espère. Puis tu as raison, c'est une bonne référence que tu fais avec les autres alcools d'autres pays. Il y a on l'oublie souvent, là, mais il y a un lien très fort à faire entre la matière première, des sucres, donc, parce que pour faire de l'alcool, ça prend du sucre en partant. Puis il y a une relation à faire entre les produits agricoles qu'on retrouve dans différentes régions du monde et les alcools qui sont produits aussi. Donc, on va partir avec les plus évidents, mais bien sûr, le Scotch whisky. Donc, le whisky vient des Irlandais et des Écossais qui en produisent depuis plusieurs siècles. Et donc, la source de sucre qu'eux avaient sous la main, c'était l'orge. Donc, ils ont commencé à faire de la bière, bien sûr, mais ensuite des spiritueux avec la matière première qu'il y avait. Si on se déplace en France, là, bien sûr, les vins français, donc avec les raisins, d'où le cognac, l'Armagnac. On a le Calvados avec les pommes dans le nord de la France, en Normandie, la Grappa italienne, le Pisco avec les raisins au Chili puis au Pérou. Donc, vous voyez qu'il y a un lien fort à faire entre l'agriculture locale ou le sucre local et les alcools qui sont créés avec ça. Puis au Québec, on a la chance d'avoir un sucre extraordinaire qui, malheureusement, est souvent perçu comme une commodité, comme un sirop qu'on met sur nos gaufres ou nos crêpes. Puis c'est super bon, mais malheureusement, ce sucre-là n'avait pas encore été vraiment exploré en spiritueux. Donc, c'est un peu le défi qu'on s'est donné avec la sérum.
Puis il y a déjà des très beaux résultats. Fait que, l'avenir va nous dire là, comment que ça vieillit aussi. Puis, parce que là, toi, celui que tu nous vends, c'est un an de vieillissement. Oui, c'est un an de vieillissement. C'est encore jeune dans le vieillissement. Déjà, je peux vous dire que dès cette année, donc dès 2022, les prochains lots à arriver sur les tablettes, ça va être du 3 ans. Et ça va devenir un peu le standard pour la sérum Saint-Laurent. Ce qu'on cherche à faire, c'est bâtir notre chai de vieillissement. Donc, entre les premières distillations, les premiers barils et aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de pas juste embouteiller tout ce qu'on produit, mais plutôt de se garder des barils en réserve pour gagner en complexité au fur et à mesure qu'on vide des barils, finalement. Donc, il faut être patient avec les alcools. Hein, il n'y a pas de magie. Faut prendre notre temps. Puis, la sérum, vous n'avez pas encore accès à ça, mais la sérum, 3 ans, là, ça commence à avoir vraiment un très beau potentiel. Puis là, tu viens d'en parler de la réserve. Vous avez une réserve assez spéciale chez vous qui n'est pas à air ouverte parce que tout le monde ne peut pas rentrer et sortir, mais l'air facilement peut rentrer et sortir à travers les roches. Donc, ça va apporter quelque chose de nouveau avec les plus 30 l'été, moins 30 l'hiver sur le bord du Saint-Laurent. Est-ce que tu as vu à date une différence entre ton produit 1 an puis le produit 1 an, mettons, Gérald dans le temps ou à cette heure, les frères Boubou de Distillerie Shepherd? Oui. C'est difficile à mesurer, je dirais, l'apport du froid et du chaud. Nous, ça fait, en fait, depuis 2017, nos barils sont vieillis pour l'instant à l'extérieur dans des conteneurs maritimes. Donc, depuis le début, nos barils vieillissent comme ça au gré des saisons. Là, il y a un ajout qui est... il y a une différence maintenant et dans le futur sur nos barils, c'est le chai de vieillissement en bord de mer qu'on a construit l'an passé à Port-au-Père, près des Rimouski. Donc là, les barils, non seulement sont vieillis au gré des saisons, avec les écarts de température, mais en plus, sont vieillis en bord de mer, au bord du fleuve, avec l'apport de l'air salin. Donc ça va prendre encore du temps avant qu'on mesure l'aspect d'air salin. Ça peut prendre plusieurs années. Mais l'aspect de la température, je te dirais, c'est difficile à savoir parce que tu me posais la question si je vois une différence avec les produits de Shepherd, de la sérum Shepherd. C'est pas seulement que le vieillissement qui va avoir un impact sur le produit, mais la matière première. Quel type de sirop on a utilisé. Ensuite, les levures, parce que chez Saint-Laurent, on utilise des levures de rhum. Puis je sais que Distillerie Shepherd, eux, utilisent d'autres types de levures pour leur acérum. Donc, juste là, la souche de levure a une très grosse incidence sur le produit. Le type de baril, le temps de vieillissement. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est seulement le chaud et le froid qui va apporter un aspect différenciateur entre les deux. Mais c'est à voir, je dirais, là, avec le temps, qu'est-ce que ça peut apporter. Puis à rajouter sur la liste des choses qui influencent le goût, l'alambic aussi, puis la façon que tu le runs va changer complètement. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le type d'alambic a vraiment une incidence aussi. En fait, on peut avoir une appellation, là, mais chaque intervention de l'artisan distillateur va avoir un impact sur le produit. Donc, c'est ça qui est magnifique, en fait. Puis, on le voit avec le Scotch whisky, là, même si toutes les distilleries écossaises ont le même cahier de charge, certaines choses à respecter. Là. Puis, une seule matière première, l'orge, on le voit, là, peu importe la distillerie, on va avoir des résultats totalement différents. Chaque petite variante, là, au final, là, ça a un gros impact. Tu en as parlé au début que vous avez commencé avec les moyens du bord. Puis c'est le fun à date dans la communauté des distillateurs au Québec, c'est qu'il y a une espèce de recyclage des matériaux. Ton alambic, c'est rendu, je pense, à Trois-Rivières, chez Wabasso. C'est ça l'étape suivante. Puis à mesure que les distilleries grossissent, bien, il se passe équipement, un qui commence. Puis c'est le fun de voir ça. Là. Bien, il y a réellement une belle collaboration entre les distilleries. Ça, c'est pas quelque chose que les amateurs voient vraiment, sauf dans certains festivals. Quoique là, actuellement, il n'y en a pas eu bien dans les derniers mois. Là. Mais non, il y a une belle entraide entre les distilleries. Puis
on se voit plus comme des confrères que des compétiteurs, je dirais. Puis oui, il y a certains équipements qui voyagent d'une distillerie à l'autre. Donc, notre premier alambic est maintenant chez Wabasso, fait des bons gins là-bas. Donc, on collabore aussi avec des barils. Pas encore entre les distilleries, mais avec des brasseurs. Donc, on fait des collaborations avec Brasserie Donham, avec Pit Caribou, avec Dieu du Ciel, Riverbend aussi à Alma. Donc, on vide des barils, on leur envoie. Eux, ils font une finition de bière. Ils sortent leur bière, ils nous renvoient le baril, on fait une finition comme ça. Donc, il y a une belle entraide entre les distilleries et entre les brasseries aussi. C'est bien fun. Puis juste pour faire du pouce sur l'entraide, là, tu viens de revenir de France, vous étiez une gang à Vinexpo. Comment ça s'est passé? Étiez-vous tous dans le même coin, mettons, de l'exposition, tout ensemble, fait que vous faites rayonner le Québec à travers ça? Oui, c'était la première fois qu'on exposait plusieurs distilleries du Québec au même endroit. Donc, nous, Saint-Laurent, on fait quelques événements du genre en Europe depuis quelques années. Donc, on participe à quelques foires commerciales pour rencontrer des distributeurs, des cavistes, tout ça. Mais là, cette année, au Vinexpo, c'était la première fois qu'il y avait un regroupement de microdistilleries québécoises et on était une dizaine de microdistilleries. On avait en tout, je crois, c'est huit petits stands, si on veut. Puis nous, Saint-Laurent, on était avec Distillerie Métis. Donc, nos voisins, ils sont à quelques minutes de Rimouski, donc nos voisins du Bas-Saint-Laurent. Puis donc, tu vois, il y a une belle, il y a une belle entraide. On partageait l'espace, puis on faisait découvrir nos produits comme ça. Puis il y a une belle réception des produits québécois. Ce qui est le fun à voir, c'est qu'il n'y a pas de tradition de spiritueux au Québec. Donc, quand tu arrives en France, eux, ils ont vraiment des traditions très, très campées, le cognac, l'armagnac, tout ça. C'est bien les traditions, mais de leur propre aveu, les Français, des fois, ça les met dans des carcans. Puis ils nous voient aller en l'espace de quelques années, en l'espace de 5, 6, 7 ans. On est passé de 2-3 microdistilleries à maintenant 60. Et avec toute l'effervescence, l'innovation que ça amène. Donc, ce que je me rends compte, c'est que les Français et les Européens nous voient aller, puis ils disent « Wow, c'est totalement éclaté ce que vous faites ». Donc, c'était bien d'échanger avec les gens d'Europe pour ça. Puis là, tu en as parlé des lois puis des cahiers de charges de chacune des appellations. On a vu plusieurs Français s'expatrier dans le domaine vinicole, aller bâtir des vignobles aux États-Unis ou ailleurs dans le monde pour justement se défaire de ces lois-là puis pouvoir innover. Nous autres, avec les 60 microdistilleries, vous n'avez pas le choix d'innover puis de sortir quelque chose de différent de l'autre à côté, ce qu'ils ne peuvent pas faire là-bas. Fait que ça se peut que d'ici 10 ans, on voit encore un petit peu plus de Français, mettons, à venir s'installer ici. On a déjà des Français d'adoption qui sont là depuis plusieurs années ou générations qui ont commencé leur distillerie. Je pense à Intermiel, je pense à Loïc aussi. Entre Pierre et Terre. Ça, on a quelques-uns de même, puis c'est le fun de voir qu'eux, ils arrivent quand même avec une culture. C'est souvent eux qui vont nous apporter des eaux de vie différentes. Nous, on est moins habitués au Québec avec des eaux de vie, mais ils peuvent amener leur grain de sel dans ce qu'on fait aussi, fait que c'est le fun. Bien, l'innovation, souvent, vient avec les échanges culturels. C'est rare qu'on va vraiment inventer quelque chose de totalement nouveau. On découvre quelque chose ailleurs, puis on va l'amener chez nous, on va l'adapter au contexte québécois. L'idée de votre distillerie est partie autour du whisky, où vous êtes finalement équipé pour le whisky 2017, je pense que tu disais. Fait que là, vous avez les fermenteurs, vous avez tout ce que ça prend, le bon alambic, puis vous lancez dans l'aventure du whisky. Là, récemment, ça fait en SEQ, là, je pense à peu près 6 mois qu'il est là, votre 3 ans, 3 grains. Mais avant, vous aviez lancé votre moonshine. Juste apporter un petit peu plus d'eau au moulin, un petit peu d'argent, fait qu'un alcool blanc de grains. Tu nous en parles un peu? Oui, le moonshine, c'est on va dire un whisky blanc. Donc, c'est la base de vieillissement pour le whisky. C'est ce qui sort de l'alambic. Donc, ce qui apporte une coloration
une complexité aussi de saveur. Là. Un spiritueux, c'est le vieillissement en barrique. Quand on parle de spiritueux comme le rhum, comme le whisky, etc. Donc, mais à la sortie de l'alambic, c'est toujours incolore. Et donc, le moonshine, c'est quelque chose qui est connu aux États-Unis. Il y a vraiment une culture de whisky aux États-Unis. Ici, pas beaucoup au Québec. Et donc, notre intention, c'était de surprendre un petit peu et d'amener la discussion aussi sur qu'est-ce que c'est un whisky. Et nous, on a la chance à tous les jours ou presque de goûter à ce qui sort de l'alambic. Puis on voulait laisser cette chance-là aussi aux amateurs de whisky de découvrir je dirais, le avant et le après vieillissement d'un whisky. Et donc, je vous montre un petit peu ça, c'est le fameux whisky de 3 grains, donc un whisky d'inspiration bourbon américain. Et le liquide que vous voyez, qui est très ambré, bien, ça, c'est il y a 3 ans, c'était le fameux moonshine. Et donc, on proposait aux gens, bien, le moonshine, goûtez-y comme ça, laissez-le de côté. Puis, dans 3 ans, essayez notre whisky. Vous allez voir l'apport du baril, l'apport du temps, du vieillissement aussi. Et ça, ce n'est pas quelque chose que les distilleries, normalement, offrent à leur clientèle, à leurs amateurs. Donc, c'était plus il y avait une intention pédagogique et éducative avec le moonshine. Voilà, c'est ça notre intention. Là, tu l'as dit, goûtez-y, laissez-le là, parce que là, il n'y en a plus à vendre du moonshine. Là. Non, ben c'était un peu une petite édition spéciale. C'était assez costaud comme produit. Là. On s'entend que comment je pourrais dire? L'idée derrière le vieillissement de spiritueux, là, c'est il faut quand même apporter un spiritueux, un distillat qui est chargé en arôme, si on veut qu'après un long vieillissement dans le bois, il y ait quelque chose qui persiste. Parce que le chêne va quand même aller travailler, arrondir, atténuer beaucoup le spiritueux. Parfois aussi apporter des notes assez fortes en tannin, en vanilline, tout ça. Donc, si on met quelque chose de trop mince, de très peu goûteux dans le baril, bien, il y a des chances qu'après un long temps de vieillissement, tout ce qu'on goûte, c'est du bois. Et donc, notre intention, c'était de faire des spiritueux, des whiskies très céréaliers, très goûteux, parce qu'on n'a pas beaucoup accès à ça au Québec. Il y a plusieurs distilleries, on a accès à plein de beaux bourbons, plein de beaux whiskies, mais souvent, c'est des produits plutôt industriels. Là, je parle pour les bourbons américains. C'est plutôt les bourbons assez industriels qu'on a accès au Québec. Puis nous, dans notre exploration des bourbons aux États-Unis, on a découvert des beaux bijoux qui étaient très céréaliers. On n'avait pas accès à ça ici. Donc, on s'est dit, on va faire ce style de whisky-là très céréalier. Et donc, c'est pour ça que le moonshine était quand même assez puissant en arôme. Il fallait laisser du stock, comme on dit en bon québécois, là, au baril pour que les arômes se travaillent avec le temps. Donc, 3 ans plus tard, le moonshine est rendu un whisky. Votre 3 ans, 3 grains, il y a une prédominance de maïs, je pense, comme le bourbon. Oui, donc on est sur du maïs à 75 %. Ensuite, on a du seigle et de l'orge. Donc, c'est vraiment le maïs qui prédomine. Donc, on respecte en fait l'appellation bourbon américain avec un vieillissement en barrique neuve, donc chêne blanc américain carbonisé. Si on était à quelques centaines de kilomètres au sud, aux États-Unis, ce produit-là pourrait porter le nom bourbon. Donc, on l'a appelé 3 grains. Et c'est un beau whisky, je dirais, pour faire des old fashion, pour faire des cocktails à base qui mettent vraiment de l'avant le whisky. Et puis, la prédominance en maïs fait que c'est peut-être moins fort, donc plus facile d'approche pour quelqu'un qui connaît moins les whiskies, qui veut s'initier avec un whisky québécois, mais ça serait un des bons pour commencer. Oui, c'est en effet un peu l'objectif qu'on avait. Puis avec le vieillissement barrique neuve, on va quand même apporter un côté vanille, côté beurré. Puis pour les gens qui aiment le bourbon américain, on est vraiment dans la même lignée. Puis en passant, juste un petit mot sur les grains qui composent nos whiskies. Tous nos whiskies sont 100% Québec, donc des céréales qui proviennent du Québec et en grande partie du Bas-Saint-Laurent. Donc, le maïs ne pousse pas très bien dans notre région. C'est du maïs qui est la Montérégie. Par contre, le seigle, l'orge,
c'est des céréales qui sont récoltées au Bas-Saint-Laurent dans notre région. En fait, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on voulait faire du whisky. C'est que le Bas-Saint-Laurent est la région au Québec où on produit le plus d'orge. Donc, on produit beaucoup, beaucoup d'orge dans notre région. Puis beaucoup de seigle aussi. Le seigle, c'est une céréale nordique. C'est une céréale qui pousse très bien dans le froid. Et même que les Américains qui produisent du rye whisky, pour la plupart, utilisent le seigle canadien. Donc, même Whistle Pig, qui est une distillerie au Vermont très, très connue maintenant pour son rye, utilise du rye, même une partie d'ICA qui est faite au Canada. Donc, c'est vraiment, ça a juste plein de sens de faire du whisky au Québec avec les céréales qu'on a ici. Et puis, le rye, contrairement à la plupart des autres céréales, est planté à l'automne, récolté début d'été. Donc, ça laisse la place pour une autre récolte après. Fait que les fermiers l'aimaient bien comme, justement, dépanneur, comme pour faire une rotation. Et puis, bien, on peut distiller ça fait un engrais vert, puis on distille en même temps. Puis là, tu nous arrives avec ton rye et 3 ans. C'est ça. C'est une bouteille que vous n'avez pas encore vue sur les tablettes. Ça s'en vient, là, c'est dans les entrepôts de la SAQ. Donc, c'est une question de jours, de semaines là, avant que ça soit disponible. Puis d'ailleurs, on est en train de toute la boire, la bouteille. Donc, rechercher cette petite étiquette-là. Rye, donc, on est vraiment sur le whisky de seigle à 80 de seigle, 20 d'orge maltée. Donc, c'est un produit qu'on n'a pas beaucoup accès, justement, au Québec. Des whiskies de seigle, je dirais, faits de façon craft. Il y a quelques distilleries canadiennes, c'est même une tradition au Canada, le whisky de seigle. Donc, il y a quelques distilleries canadiennes qui en font. Il y en a certains des très bons, mais on est plutôt sur des produits, on va dire, plus industriels. Ce n'est pas des mauvais produits, mais on n'est pas autant sur des produits où la céréale est mise de l'avant. Et nous, c'est notre intention. Donc, on est sur du seigle. Le côté épicé va vraiment être présent, mais pas trop non plus, parce qu'il y a certains rye qui sont vieillis en baril neuf, et là, c'est une explosion d'épices en bouche. Nous, on voulait être plutôt en nuance, on a un côté un peu gourmand, des esters de fruits, puis c'est un beau petit produit, puis qu'on laisse encore, lui aussi, vieillir plusieurs années, mais on a quand même gardé, en fait, on libère quelques barils pour 3 ans. Mais un petit mot sur notre vieillissement, l'acérum, le whisky, tout ça. Je dirais qu'en grosso modo, la règle du pouce, c'est qu'on libère après 3 ans 25 des barils, mais on garde le reste pour du 5, 6, 8, 10 ans, pourquoi pas. Donc, tu vas être parmi les premiers à avoir un rye 10 ans, des choses comme ça qui s'en viennent parce que, oui, tout le monde a commencé avec des gins parce que c'est un alcool blanc qui sort vite. Mais tranquillement, là, ils ont changé d'équipement, puis ils commencent à faire des whiskies, mais ça prend un minimum 3 ans. Il y en a qui relâchent, ils ont fait juste 2 barils, puis là, sont prêts, ils relâchent. Ça ne vieillit plus, là, c'est fini, il est parti. Mais vous, c'est ça, en ayant une bonne rotation, puis en ayant parti avec un bon volume, là, vous pouvez vous permettre de dire, bien, on libère une partie, le reste, il va vieillir, puis même qu'il soit à notre goût, mais on en ressortira un autre batch. Oui, puis j'aime ça que tu utilises le terme quand il va être à notre goût. C'est ça aussi, d'avoir la patience, d'attendre pour les bons résultats. Je te donne l'exemple de notre single malt, donc notre 3e style de whisky. J'ai parlé du 3 grains, style Bourbon, le whisky de seigle, le rye, et notre single malt, donc 100% orge maltée. On est rendu, on a commencé à en faire en 2017, donc on a un peu plus que 4 ans maintenant de fait. Nous, on écoute, on l'aime vraiment beaucoup, mais on est conscient que sur le marché, il y a tellement de single malt vieillis plus longtemps qu'on veut vraiment arriver avec un produit un peu plus abouti. Donc, on va attendre encore un petit bout de temps avant de sortir les premiers barils de single malt. Là, tu as parlé de un rhum, des rhums qui vieillissent. Tu as ton single malt qui va s'emmener. Est-ce que tu as d'autres produits là, en vieillissement ou en préparation que tu dis qu'il va sortir, mettons, d'ici en 2022? Oui, bien, vraiment, le cœur de nos opérations, c'est nos 3 recettes de whisky. L'acérum, donc l'eau de vie d'érable qu'on laisse vieillir, puis nos gins. Ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait.
On travaille sur des casques finish, donc des finitions spéciales qu'on va offrir seulement à la distillerie, donc une nouvelle distillerie qui est en construction à Pointe-au-Père, donc à Rimouski, en bord de fleuve. On va avoir quelques sorties en petits lots. Donc, les collaborations que je mentionnais tout à l'heure avec des microbrasseries. On travaille aussi avec différents types de barils qu'on a fait venir d'autres pays. Donc, j'en nomme quelques-uns, des fûts de tequila, des fûts de Porto, des fûts de l'Orosso. Donc, on fait des tests de vieillissement, puis on veut laisser les gens goûter ces vieillissements-là, ces casse finish. Donc, dès cet été, à Pointe-au-Père, à Rimouski, on va avoir cette série exploration-là disponible pour ceux qui vont s'être déplacés. Donc, nouvelle distillerie cet été qui arrive. Est-ce que là, en ce moment, on peut tout de suite aller vous visiter dans vos locaux actuels? Oui, ben, on est toujours ouvert. Notre boutique est toujours ouverte à Rimouski. On ne fait pas de visite en ce moment, avec toutes les mesures sanitaires et tout. Mais là, on peut penser que d'ici quelques mois, ça va être un peu plus facile à ce niveau-là. Donc, on va probablement, ce printemps, commencer un peu de visite. Mais je dirais aux gens là, qui veulent venir nous visiter d'attendre quelques mois. Si tout va bien, en juin, on devrait être en mesure d'accueillir les gens à la nouvelle distillerie. Puis là, ça va être vraiment plus agréable d'accueillir les gens. Parce que vous l'avez sûrement bâti en conséquence aussi des visites, la boutique, tout le kit pour tu as l'expérience à cette heure. Tu sais, qu'est-ce que ça te prend comme minimum? Fait que c'est ça que vous avez préparé. Oui, exactement. Ça fait plusieurs années qu'on voit un peu qu'est-ce que les gens viennent, qu'est-ce qui fait triper les gens finalement dans une visite. Puis surtout, on s'est inspiré dans nos voyages, justement, certains vignobles en Californie ou en France, des distilleries en Écosse. Quel genre d'expérience ils offraient aux visiteurs? Puis on s'est beaucoup inspiré de ça pour faire une visite qui n'est pas juste une visite gustative. Oui, ça fait partie de la visite, mais de montrer un peu le chemin qui est fait de la matière première, de la distillation puis du vieillissement. Donc, de visiter le chai, le vieillissement en bord de mer, ça va être quand même quelque chose d'intéressant. Avec une terrasse au coucher du soleil, les îles du Bic en face, ça va être vraiment un beau lieu là, à mettre un petit X là, sur la carte. Dans le road trip, la Gaspésie, là, ça va être un incontournable dans l'Est, je pense. Oui, ça donne vraiment le goût d'y aller. Vous avez un beau Facebook aussi qui est quand même animé. Donc, j'invite tout le monde à aller aimer votre site web, votre Facebook pour vous suivre, être au courant aussi quand la nouvelle distillerie va ouvrir, quand il y a des nouveaux produits qui vont être relâchés. Donc, tout le monde, allez liker ça pour les suivre. Merci beaucoup. Ça fut fort agréable comme rencontre. J'ai bien hâte de goûter tout ça. Ça a l'air vraiment le fun. Fait que ça va prendre une visite à Rimouski bientôt. Absolument. On t'attend à Rimouski puis on invite les gens à venir nous voir cet été. Ça va être des beaux moments, je pense, l'ouverture de la distillerie. On travaille là-dessus depuis des années puis on vous réserve vraiment des belles surprises puis un lieu en bord de mer magnifique. Yes. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.